présentation de toutsurlehockey.com. Aujourd'hui, dans le TSLH Podcast, Alexis Lafrenière était-il prêt pour la Ligue nationale de hockey? Que se passe-t-il chez les Sabres de Buffalo? Nick Suzuki est-il le joueur élite que le Canadien attendait depuis des années? Et dans les rumeurs de transactions, surveillons les Prédateurs de Nashville. Bienvenue dans le TSLH Podcast. Jeudi 18 février 2021, bienvenue dans le 23e épisode du TSLH Podcast sur l'alignement partant ce soir. Pascal, toujours au rendez-vous, et notre morning man, notre vedette, notre jeune vedette, Larchie, est de retour sur le TSLH Podcast après une absence de 2 épisodes. Max, content de te revoir avec nous autres. Ah oui, pas le choix de revenir de temps en temps, hein? Notre choix de première ronde. Notre choix de première ronde, effectivement, qui s'absente pour une quelconque raison qu'on n'évoquera pas, mais que j'ai déjà parlé là, au niveau de l'épisode hors série qu'on a présenté. La raison Brandstrom. Exact. Parce qu'on le rappelle, Max a pas demandé de transaction, puis il boudait pas là, dans sa chambre d'hôtel, il a pas pogné le COVID non plus. On a besoin des petits breaks de temps en temps. Hein? On parlait de choix de première ronde, les boys, puis c'est drôle parce que c'est exactement ça que je voulais qu'on jase en partant. OK. Alexis Lafrenière, son début de saison est plutôt décevant cette année. Décevant par rapport à nos attentes. On aura la chance d'en jaser, mais on commence à évoquer certaines inquiétudes là, à son égard là, au niveau de sa tenue chez les Rangers. Lafrenière a joué sur le premier trio en l'absence d'Artemi Panarin. Puis c'est finalement retrouvé sur la 3e unité avant que Panarin revienne au jeu. C'est quoi vous pensez du début de saison de notre jeune espoir québécois avec les Rangers? Moi, c'est là que je me dis que probablement qu'il aurait dû l'envoyer au World Junior. Ça y aurait peut-être un petit la compétition avant de commencer la Ligue nationale de hockey. Là. Ça faisait longtemps qu'il avait joué, fait que c'est sûr que ça a joué sur son timing, sur tout, là. T'sais, il arrive direct dans la Ligue nationale de hockey, ça fait quasiment 1 an qu'il n'a pas joué, c'est sûr que ça fesse, là. C'est que moi, je m'attendais pas à une saison de 100 points, là, mais tu sais, direct, d'habitude, dans une saison de 89... là, j'espère, Pascal, que tu t'attendais pas à une saison de 100 points. Au prorata. Une saison de 56 points. Mais, tu sais, d'habitude, quand t'arrives d'une saison normale, t'as une pré-saison. Puis là, ben, il commence la saison, puis c'est quasiment direct les séries éliminatoires. C'est du gros hockey serré qui se joue en ce moment, puis c'est sûr qu'il y a de la misère, là. Ouais, comme Pascal, je pense que le championnat mondial junior aurait pu faire du bien à la FI. Mais j'ai pas regardé, tu sais, j'ai regardé le premier match, je pense que j'en ai regardé 1 ou 2 autres des Rangers, puis ça allait pas si pire pour Lafrenière, puis ça allait mal aussi pour le reste des Rangers. Donc là, c'est que c'est dur un petit peu d'établir comment on dit, OK, c'est Lafrenière qui a un mauvais début, ou c'est les Rangers au début, c'est pas facile non plus pour tout le monde, là. Fait que je m'inquiète pas, surtout avec le nombre de matchs quand même peu nombreux que j'ai regardé. Je suis pas placé pour critiquer le jeu de Lafrenière, je l'ai pas vu, surtout dernièrement. Mais tu sais, la production, est-ce que c'est inquiétant? Ben c'est sûr que c'est toujours un petit peu inquiétant, mais on regarde dans l'histoire des gars qui ont eu des mauvaises premières saisons, il y en a eu beaucoup. Puis c'est pas gage d'une mauvaise carrière du tout. On regarde juste Jack Hughes là, qui a été très décevant l'année passée.
Puis là, cette année, on voit ce que ça donne. Donc, Lafrenière, le talent est là, on le sait tous. Maintenant, est-ce qu'il va rebondir cette saison ou l'an prochain? Je ne sais pas, mais je suis pas inquiet, là. Ben, l'exemple que tu as apporté, Max, c'est vraiment bon. C'est ça que j'allais souligner, justement. Jack Hughes, c'est un gars que l'année passée, on était prêt à se dire quasiment que c'était un bust. Puis après une seule saison, fait que tu sais, avec Lafrenière, on peut-tu un peu prendre un pas de recul et comprendre que ce gars-là, en pleine ascension de son développement, se retrouve à être mis en pause pendant un bon petit bout. En plus, on l'empêche d'aller au championnat mondial junior. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais tu sais, moi, je regarde là présentement, là, dans la Ligue américaine, tu as des espoirs qui performent très bien. Tu sais, on a Seth Jarvis qui performe excessivement bien en Ligue américaine. On a des gars, là, Trevor Zegras, il est plus vieux un peu, là. Il a 19, c'est ça? 19-20 ans. Fait que, tu sais, c'est un an de plus quand même que Lafrenière. Il y a beaucoup de joueurs qui connaissent des succès dans la Ligue américaine en étant d'âge junior. Est-ce que vous pensez qu'un passage en Ligue américaine serait pertinent pour Lafrenière? C'est une grosse question. Est-ce que ça serait pertinent? Peut-être pas immédiatement, mais en même temps, c'est pas maintenant quand le faire. C'est ça la question. En fait, où ce que je veux m'en aller, là, les boys, c'est que tu sais, Lafrenière, il peut pas y aller anyway dans la Ligue américaine. Là. Je viens de penser en parlant en pensant vrai, tout haut. Oui, là. en plus, c'est vrai. Tu sais, c'est ça, il peut pas y aller. Dans le fond, lui, là, soit il joue dans la Ligue nationale ou soit qu'il joue dans la Q. Mais là, vrai, j'avais dans la tête que les gars. Avec Lafrenière. Ouais, c'est parce que là, c'est ça l'affaire. On est comme mêlés parce que certains joueurs qui peuvent pas jouer junior peuvent jouer en Ligue américaine. C'est ça, exactement. Mais là, Lafrenière est dans une situation un peu tannante à cause de ça parce que c'est soit qu'il joue dans le Q ou soit qu'il joue dans la Ligue nationale. Mais dans le Q, il serait beaucoup trop fort. Mais là, en Ligue nationale, il y a comme de la misère. Donc là, est-ce qu'on se retrouve avec une espèce de zone tampon pour nos espoirs trop fort pour la Ligue junior majeure du Québec, mais peut-être pas assez près pour la Ligue nationale? Ben, l'année passée, je pense que Noah Dobson était un bon exemple de ça aussi. Ouais. Et c'est pas les premiers, là. C'est un débat qui revient. Si c'est pas chaque année, c'est peut-être aux 2 ans. Mais il y en a toujours des gars de même qu'on se dit, crime, c'est plate parce que dans Q, ça aurait pas de bon sens. Puis dans LNH, ben, c'est plus difficile. Mais là, ça revient au point après ça, où tu traces la ligne parce que c'est plate un peu pour le show dans la Ligue canadienne de hockey. Puis on veut pas non plus trop diluer le niveau de la Ligue canadienne de hockey pour le développement des plus jeunes, justement. Puis fait que c'est tout là à venir trouver un équilibre. Je pense malheureusement pour certains cas que la meilleure formule, c'est elle qui est là en ce moment. Parce que là, si on se met à donner des exceptions, ben à qui on les donne... Ça serait trop complexe. Je pense que la bonne formule, elle n'est pas parfaite, mais c'est quand même celle qu'on a en même temps, Max, là, justement, en ayant des joueurs qui pourraient jouer Ligue américaine, mais qui se retrouvent un peu limite de la Ligue nationale, mais trop fort pour le Q, ben, le fait qu'ils joueraient dans la Ligue américaine pourrait permettre à des plus jeunes, justement, dans le Q, d'avoir plus de temps de jeu. Fait que ce serait pas si mauvais que ça pour leur développement, me semble. Ouais, c'est sûr, ça serait un autre point à considérer. J'avais pas nécessairement pensé à ça, mais encore là, ça revient un peu à la qualité du spectacle dans les Canadiennes, qui est aussi quelque chose qui est à considérer. Puis autant c'est bon pour le développement de certains jeunes, je pense que ça viendrait nuire au développement d'autres, dans le sens où les bons joueurs affronteraient moins de bons joueurs. C'est surtout ça le point que je voulais mettre de l'avant. Ça serait bon pour certains joueurs, c'est sûr, là, qui prendraient plus de place. J'ai rien à redire contre ce point-là, mais moi, c'est vraiment le point des très bons joueurs, tu sais, de 19 ans qui normalement sont les joueurs dominants dans la LHMQ, les joueurs qui vendent des billets, les joueurs qui veulent pas font grandir les joueurs adverses, parce que quand tu joues contre un Jacob Pelletier, un Nathan Légaré, un Samuel Poulain en ce moment dans la LHMQ, ben veux pas, t'es un jeune défenseur de 16-17 ans l'autre bord, ben ça te fait grandir, t'apprends beaucoup d'affronter ces gars-là.
Donc, pour moi, parce qu'on s'entend, là, ces gars-là, les 3 que j'ai nommés, joueraient dans la Ligue américaine si c'était possible. Donc là, c'est un exemple parfait de la qualité que ça enlèverait au niveau de la LHMQ. Donc, je comprends le point, il se défend, mais moi, je pense que la formule actuelle est quand même la meilleure. Pour le peu de monde que ça toucherait positivement, comparativement au monde que ça toucherait négativement, je pense que la formule actuelle est à conserver. Mais il va falloir accepter maintenant que des joueurs comme Lafrenière, tu sais, des joueurs qui sont pas des joueurs d'exception. Ben, Lafrenière, oui, c'est un talent incroyable, là, mais c'est pas, ça reste que c'est pas un McDavid. Puis tu sais, on a souvent comparé Lafrenière avec un gars comme Huberdeau, mettons. Tu sais, un gars comme Huberdeau, là, je sais pas par cœur, là, fait que je vais aller plus d'un point vérifier par sur match les 2 premières saisons. Mais la première saison, il a joué juste une dizaine de matchs, mais il a fait 14 points, je pense. Ouais, c'est ça, je vais aller. Il a fait une très bonne saison. Ouais, tu sais, lui, il a joué. Ouais. Il a joué 4 saisons dans le Q, là. Ouais. Puis, tu sais, il y a eu une saison de 105 points, 72 points, 45 points. Tu sais, on s'entend là que rendu à sa dernière année à LHJMQ, il aurait très bien pu se permettre d'aller jouer dans la Ligue américaine, là. Tu sais, surtout que la saison recrue, il a 31 points en 48 matchs. Tu sais. Là, ça a bien viré, mais tu sais, c'est le genre de joueur qui aurait pu aussi aller poursuivre son développement contre des hommes dans la Ligue américaine au lieu de rester contre des enfants. Mais tu sais, je comprends le principe là, de vendre des billets puis tout ça, là, tu sais, ça reste une business, là, la CHL, mais c'est juste que je pense que pour certains joueurs, le développement pourrait passer par la Ligue américaine, puis on le voit vraiment bien là, cette année, là, tu sais, avec des joueurs qui, tu sais, des gars là comme, tu sais, on parlait de Jarvis, mais Tomasino connaît un très bon début de saison aussi. Jamie Drysdale connaît un très bon début de saison. Tu sais, c'est tous des gars qui joueraient là, présentement chez les juniors, qui joueront pas dans la Ligue américaine toute la saison parce que dès que la WHL et la OHL vont commencer leurs activités, ben ces joueurs-là, tout comme Caden Goulet, vont devoir retourner dans le junior pour poursuivre leur développement. Mais tu sais, je trouvais justement un début de saison comme ça versus le début de saison de Lafrenière, je me posais la question, tu sais, sur la pertinence justement d'avoir des espoirs plus jeunes dans la Ligue américaine. Ben, c'est sûr que là, on a une preuve qu'ils peuvent s'en sortir. Puis j'ai hâte de voir ces gars-là quand ils vont retourner dans leur ligue junior respective, qu'est-ce que ça va donner. Clairement, ça va être une domination, mais je pense que on a quand même fait le tour sur la question dans le sens où il y a des points pour, il y a des points contre. Moi, je trouve que Pascal a super bien résumé la situation en disant que c'est beaucoup de troubles pour le peu de gens qui vont être affectés de façon positive. Ouais. Il y en aurait, c'est clair qu'il y en aurait, mais pour ceux qui le seraient moins, ben c'est là quand je parle d'une balance là, ben c'est ça que je veux dire. Puis moi l'affaire que je trouve le plus triste là-dedans, oui, le développement des joueurs, mais c'est surtout le fait que c'est un argument de plus pour repêcher dans NCAA, dans USHL, dans le fond, aux États-Unis ou en Europe. C'est juste ça qui est étonnant, je pense. Ben tu sais, on essaie de chercher aussi peut-être pas des raisons pour excuser le début de saison de Lafrenière, là, parce que tu sais, moi les matchs que je l'ai regardés, je trouvais qu'il y avait plusieurs occasions, mais il saisissait pas. Puis c'était pas le joueur explosif, mettons, qu'on a déjà vu. Mais tu sais, on essaie de voir ce qui serait meilleur pour le joueur, mais en même temps, quand on regarde l'organisation puis leur développement avec les jeunes, là, on est rendu avec Kakko l'année passée et cette année. C'est un peu le scénario de Lafrenière. Tu sais, ce qui se passe présentement, Kakko l'a vécu l'année passée. Après ça, t'as un Kravtsov qui... On sait comme pas trop, ce jeune-là, comment ça se passe. Tu sais, est-ce que le développement rendu là à New York fait défaut, selon vous, à regarder, tu sais, un peu les espoirs, comment ils s'y développent là-bas? Ben, tu sais, le cas Kravtsov, c'est... moi, je pense que c'est sûr qu'il y a eu des affaires un peu louches dans ce qui s'est passé, mais regarde, pour l'instant, je
je vais me garder une gêne parce qu'on l'a pas encore vu vraiment. Kako, encore là, c'est trop tôt pour établir un pronostic, là. L'année passée, c'est un gars que j'ai bien aimé, puis je serais vraiment pas prêt à dire que c'est un gars qui est décevant encore aujourd'hui. Puis Lafrenière, ben tu sais, j'élargirais au niveau statistique, là, notre analyse au niveau des Rangers au complet, là. Je regarde ça en ce moment. Mika Zibanejad a 3 points en 14 matchs en ce moment cette année. Ouais. 3 ça, points en c'est 14 matchs. Donc, que Lafrenière en ait un, c'est-tu vraiment la fin du monde en ce moment quand un gars, un excellent joueur comme Mika Zibanejad a 3 points? Moi, quand tout le monde se sera placé un petit peu, puis quand ça aura un peu de bon sens ce qui se passe à New York, là, ben là, puis que si ça marche pas encore pour Lafrenière, ben là, on pourra commencer à s'inquiéter. Puis quand Lafrenière aura plus que 20 ans, mettons aussi, là. Ouais. Mais pour l'instant, je serais curieux. Faudrait que je vais le regarder en fin de semaine, Lafrenière, là, si, je sais pas si les Rangers, en fait, ils doivent jouer les Rangers le 20 contre Washington. Ça va être un bon match à 12h30, ça, en plus, c'est le fun. Donc, je vais regarder ça, puis je vous parlerai de mon analyse de Lafrenière. Mais je suis pas inquiet. Je veux dire, le gars vient d'arriver. On est dans une situation complètement ridicule, absurde, qui a aucun bon sens en ce moment. Le gars n'a pas joué depuis des mois. Fait que, regarde, l'inquiétude, je vais la garder pour plus tard. Ça résume bien ce que je pense. Ben, je pense que les inquiétudes sont pas nécessairement à l'égard de Lafrenière. Tu sais, je pense que la voie logique, c'est comme tu l'exprimes, Max. Tu sais, c'est un jeune. Faut pas non plus tomber dans la face d'un choix de première ronde comme ça. Le discours était le même pour Kako l'année passée. C'est juste que les inquiétudes sont peut-être issues aussi des Rangers en général. Tu sais, l'accumulation des cas. Quand je parle d'accumulation, tu sais, je parlais de Kravtsov, je parlais de Kako, on a Lafrenière cette année, Lias Anderson, toute la saga d'Angelo qui a complètement qui a occupé les tribunes, là, mais parce qu'ils ont Fox. Ouais, c'est ça, une chance qu'ils ont Fox puis Lindgren, puis ils vont avoir Nils Lundqvist qui va s'en venir dans pas long. Miller aussi qui est très bon, Kendry Miller. Kendry Miller, exact. Mais tu sais, je pense que l'accumulation des cas de jeunes qui répondent pas aux attentes, peut-être placés trop élevés aussi, mais je pense que c'est ça qui irrite un peu les fans des Rangers, de ce que je peux observer. Là. C'est vraiment... On veut pas paniquer sur Lafrenière, mais en même temps, on veut pas que ça devienne un Kravtsov puis un Lias Anderson. C'est ça l'affaire, tu sais. Ouais, c'est sûr. Un peu comme le Canadien des dernières années. Ouais. Des jeunes qui choquent. Ouais, mais tu sais, je pense pas comme, tu sais, on le disait, là, je pense pas que c'est un cas de choke, mais, tu sais, est-ce que le coach a un rapport là-dedans? Tu sais, moi, David Quinn, je le connais pas assez, mais présentement, sérieusement, il m'impressionne pas du tout comme coach des Rangers de New York, là. En effet. Si on se tourne vers nos bons sabres de Buffalo, les sabres, l'énigme de la Ligue nationale, sérieusement, les boys, surtout Max qui voyait un Dahlin avec le trophée Norris cette année, là. Mais que, tu sais, on va relativiser, là. Les sabres, ils ont été arrêtés pendant un bon bout à cause de la COVID, là. Fait que là, l'échantillon est comme biaisé par rapport à ça. Mais avant la pause, là, avant qu'ils soient arrêtés, là, les sabres, là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, c'est une philosophie de loser qui s'est installée depuis quelques années puis qui est encore là. Puis c'est ridicule avec le talent qu'il y a dans cette équipe-là en ce moment, là, qu'on en arrive à des résultats comme ça. C'est complètement ridicule. Ça me fait capoter. Au début de l'année, la chimie Eichel Hall semblait magique. Je pensais qu'on s'enlignait vers quelque chose de beau cette année à Buffalo. Puis c'est très décevant. Dahlin qui est décevant. Tout est décevant à Buffalo. Puis c'est plate parce que je regarde cette équipe-là sur papier. Puis c'est une équipe que... Vraiment, je regarde cette équipe-là sur papier. J'ai envie de regarder leur match. Ouais. Mais après ça, je regarde ce qui se passe dans leur match. Puis c'est un peu moyen ce qui se passe plus que la moitié du temps.
C'est ça le nerf de la guerre pour eux autres. À chaque année, c'est bon, sur papier, tu dis quoi, OK, ça devrait être bon cette année. Là. Il devrait lever un peu. Là. Puis en fin de compte, ben, chaque année, il n'y a rien qui fonctionne. Skinner meurt. Tu sais, je comprends pas non plus qu'est-ce qui se passe là-bas. Rasmus Dahlin, qui est un gros point d'interrogation là, présentement dans l'équipe. Là. 4 points en 12 matchs, puis ces points, si je ne m'abuse, ne sont uniquement qu'en power play. Du moins, si je me fie à mon pool de hockey qui, présentement, souhaiterait très bien qu'un Dahlin se remette en marche. Qu'est-ce qui se passe avec Dahlin, honnêtement? Parce que là, tu sais, on en a parlé l'autre soir, Max, dans une discussion tout autre que le podcast, mais tu sais, il y a le bon vieux Big Three là, de Quinn Hughes, Dahlin, et le troisième qu'on parlait, c'était Escanen. Escanen, ouais. Là, il y a Makar. Ouais, Makar. Ben, mettons le Big Four. Ouais, le Big Four. Dahlin est en train de chuter. Là. Ouais. Moi, j'avais Dahlin au premier rang de ce classement-là pendant longtemps. Puis là, encore une fois, j'ai pas regardé beaucoup de matchs, donc je veux pas trop m'avancer. Les matchs que j'ai regardés des Sabres, Dahlin n'est pas ressorti du lot plus qu'il faut. Il y avait des bons flashs parce que on le sait, c'est un gars tellement talentueux, c'est sûr qu'il y en a des beaux flashs, mais ça marche pas. Puis quand ça marche pas, ben c'est sûr qu'il y a peut-être un manque de chance quelque part, mais il y a des raisons aussi. Puis les raisons, va falloir les trouver bien vite parce que c'est sûr que si les Sabres ne produisent pas, ben c'est en partie parce que ton défenseur numéro 1 ne produit pas. Donc là, c'est bien plate, mais il va falloir que Dahlin se mette à produire parce que ce gars-là bougera pas de Buffalo, là. Dahlin va mourir à Buffalo ou en tout cas va passer plusieurs années là. Même chose pour Eichel. Moi, les rumeurs d'échange, je crois pas à ça du tout. Là. Quand t'as un gars comme Eichel, tu touches pas à ça. Quand t'as un gars comme Dahlin, tu touches pas à ça. Tu construis autour de ça. Donc là, j'espère qu'on va s'arranger pour construire de quoi qu'il y a de l'allure dans une philosophie de gagnant autour de ces deux super vedettes-là. Puis j'espère que Dahlin va être capable de se remettre en marche à la hauteur de son talent parce que c'est tellement un beau défenseur à voir aller que c'est un peu plate ce qui se passe en ce moment avec lui. Là. Toi, Pascal, mettons que je te donne le choix. Si tu me donnes le choix entre Escanen et Dahlin. Ouais, Escanen, Dahlin, Hughes ou Makar? Romanov. Parce qu'on a eu la discussion, t'étais parti. ouais. Ben, tu sais, je prends Makar haut la main, là. Surtout avec ses performances des 2 dernières années, mais tu sais, je peux pas comprendre, je peux pas me concevoir que c'est pas Dahlin que je prendrais parce que il est tellement fort ce joueur-là, mais je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec Buffalo sérieusement là. Est-ce que c'est un problème du directeur général, Crème? Ça fait combien de fois qu'ils changent toute l'organisation, les coachs, ils ont mis une bombe là-dedans, puis ils ont tout changé, puis là, ça fonctionnerait pas encore. Là, c'est-tu les joueurs sur la glace, le problème? Probablement, ils ont leur part de problème. Mais il y a tellement beaucoup de contrats qui sont pas bons là-dedans que ça lie les mains un peu du directeur général. Donc, il va falloir vraiment qu'ils reconstruisent par le repêchage pour de bon, qu'ils arrêtent de donner des mauvais contrats à des joueurs autonomes, puis qu'ils fassent ça comme il faut, parce que là, on peut pas mourir, faire mourir des carrières, pas ça que je veux dire, là, mais tu sais, on peut pas éteindre Eichel, Dahlin, puis tous leurs joueurs comme ça n'a juste pas de bon sens. Le pire, c'est qu'Eichel, il est pas proche de se faire éteindre. Là, pourtant, là, même malgré les mauvaises performances des Sabres, Eichel demeure tout de même dominant. T'as Victor Olofsson aussi, qui est très bon comme jeune. Mais la sauce pogne pas. Ça n'a aucun sens. C'est flat. Ils sont pas capables. Crime. Dahlin est moins 12. Je comprends là les différentiels. C'est une statistique qu'on se fout un peu. Là. Mais tu sais, à moins 12, Reinhardt, moins 11. Ristolainen, ça me surprend. Il est dans le plus. C'est le genre de gars qui aurait pu finir moins 40 cette année. Là. Sérieusement, plusieurs pointent les gardiens de but. Là, mais je sais pas si c'est le système ou la culture de loser, comme Max aime le dire, là, mais ça n'a aucun sens, les Sabres. Là. Moi, cette année, j'ai voyé en série. Là. Je me cache pas. J'ai voyé en série les Sabres. Puis
visiblement, il s'enligne pour un autre très haut choix au repêchage. C'est la malédiction de Ils Hall. vont le prendre, mais c'est... Ouais, c'est ça. Ils vont se ramasser avec le first overall. C'est ça. Ça leur ferait du bien, un petit Owen Power. Ah oui. Ça ferait pas mal à C'est clair que personne. ça leur ferait du bien. Ouais. Sinon, chez notre très bon et excellent et merveilleux Canadien de Montréal qui sont en pause présentement. Après un début de saison scintillant, étincelant, plusieurs avaient acheté leur chaise pour la Sainte-Catherine. Là, on a connu une bonne drop par après. Des matchs très décevants contre les Sens. On juge pas une équipe par sa léthargie ni par ses meilleurs moments. On salue Simon Saint-Laurent qui a sorti ça sur Twitter, une très bonne quote qui cible très bien le Canadien parce que là, c'est la panique. Là. C'était la panique jusqu'à temps qu'il gagne avant la pause. Comment vous avez trouvé le Canadien de Montréal des derniers jours avant le bye week? Pascal, toi étant le plus partisan de nous trois, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. On dirait que c'est pas un compliment. Ben écoute, comment je les ai trouvés? Très décevant. C'est comme le mauvais Canadien de l'année passée qu'on a vu sur la glace. Il y a rien qui fonctionnait vraiment, mais pas que ça fonctionnait pas à cause du système, mais plus à cause de l'effort des joueurs. Puis ça m'énerve en maudit quand l'effort collectivement est pas là. Ça, je trouve ça vraiment tannant. Quand ton deuxième gardien de but, c'est ton meilleur joueur, c'est un peu tannant tu peux pas gagner de match dans ce temps-là. Fait que, qu'est-ce que je pense? Je pense une léthargie. Ils avaient probablement hâte à leur semaine de relâche. Écoute, c'est des humains comme nous autres, là, même si on déteste le dire, là. Mais je pense qu'ils voyaient cette semaine-là arriver, puis qu'ils avaient hâte, puis que peut-être qu'ils étaient pas à 100% mentalement là. C'est pas mal ma façon de voir les choses. Je pense pas que c'est le vrai Canadien là, de cette année. Je pense pas non plus que c'est lui contre Vancouver qu'il faut voir comme le vrai Canadien. C'est un mélange entre celui qu'on a vu contre Toronto et Edmonton. Ouais. Ben, c'est ça. Dernièrement, le Canadien, c'était mou, là. Ça jouait de façon tellement décevante comparé à ce qu'on a été habitué à voir en début de saison que comment tu veux, tu sais, je suis un gars qui j'aime pas me faire des attentes sur le CH, puis tu sais, je suis pas un très grand fan du CH non plus, mais c'était dur de pas se faire des attentes là dans une certaine mesure, puis on n'avait pas le choix d'apprécier ce qu'on voyait en début de saison, puis là après ça, le CH qui nous sort des performances terriblement molles comme ça, et que c'est décevant, puis j'espère que là on a eu notre leçon un petit peu, puis qu'on va faire comme ouais, pas trop souvent parce que en tout cas, je veux pas. Les séries là sont pas. Il y a rien d'assurant en ce moment là. Le classement est encore très serré. Il y a les équipes dans la canadienne là. Il y en a encore plus que 4 qui sont dans la course des séries. Puis si les Canadiens jouent de façon molle comme ça sur quelques séquences au cours de la saison, ben je suis désolé, mais le Canadien fera pas les séries. Puis là, je vois à l'extrême là. Mais à la lumière de ce qu'on a vu dans les derniers matchs, ben c'est pas quelque chose d'impossible que le Canadien fasse pas les séries parce que je vous invite à regarder le classement de la division canadienne. C'est serré. Puis il y a d'excellentes équipes. Et là, c'est sûr que on pourrait dire le contraire. Ouais, mais si le Canadien joue comme au début de la saison, ben tant mieux, il jouera comme au début de la saison, puis il fera les séries. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on se fait avoir à jouer de façon dégueulasse comme on a joué dernièrement, ben ça pourrait se compliquer drôlement. J'ai souvent, que ce soit dans le hockey ou dans le baseball ou peu importe, j'ai souvent entendu la fameuse citation « Never too high, never too low ». C'est un peu le résumé du Canadien cette année. J'ai l'impression qu'ils ont commencé tellement fort la saison, qu'ils sont sortis comme des brutes, comme des lions, pour après ça tellement tomber flat complètement, que là, présentement, on a vu les deux extrêmes du Canadien de Montréal. On a vu ce qu'ils peuvent faire de mieux. On a vu ce qu'ils peuvent faire de vraiment pas mieux, de vraiment pas bon. Fait que là, on a les deux extrêmes. Fait que là, ça va être à Claude Julien, à son équipe, aux vétérans. Pendant la pause cette semaine, je suis
pas mal assuré qu'il y a du vidéo qui se fait, dans les pratiques, c'est là-dessus qu'ils vont mettre l'accent, de justement essayer de travailler pour aller chercher ce milieu-là pour devenir le plus constant possible pendant la saison. Puis, tu sais, on en a parlé dans l'épisode avec Joe Deschênes de Passe Hockey. La pause va tellement être bénéfique pour un Carey Price qui va avoir besoin de ces pratiques-là avec son coach des gardiens de but. Là. Moi, j'ai l'impression qu'après la pause, il rejoue le 20 février. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un Carey Price qui va reprendre ses moyens assez rapidement. Là. Habituellement, Carey Price, il me semble qu'en janvier, c'est un de ses meilleurs mois en carrière. Après la mais pause là, des ça... fêtes. Non, mais je parle, si on relativise, mettons, la pause des fêtes, après ça, Carey Price, d'habitude, il revient vraiment bon. Fait que là, peut-être que la semaine de relâche, là, va être comme la genre de pause des fêtes de Carey Price. J'imagine que ça pourrait vraiment bien virer. Je l'espère. Mais là, je veux pas te relancer, Pascal, là, mais Carey Price, en début de saison, c'est pas... tu sais, il est bon, là, d'habitude, là, et, j'ai fait un texte là-dessus, puis... Tu sais, oui, il y a une petite drop aux fêtes, mais habituellement, c'est pas mal l'équipe, par exemple, qui a une drop. En novembre, l'équipe en général. L'équipe est pas bonne. Ouais, c'est ça. C'est l'équipe en général, mais tu sais, Carey Price... en fait, là, normalement, Carey Price... Ainsi va le Canadien, ainsi va Carey Price, puis c'est un peu ça pour la majorité des gardiens, mais tu sais, on le voit un peu avec les statistiques que je sortais dans mon article. Tu sais, Carey Price, quand le Canadien avait des débuts de saison incroyables, il avait des très bonnes moyennes, tout ça. Puis là, cette année, le Canadien avait un très bon début de saison, mais les moyennes ne suivaient pas. C'est ça qui est anormal. Tu sais, c'est pas le début de saison de Carey Price, c'est pas vrai là que Carey Price il nous a habitués à des mauvais débuts de saison. J'ai sorti l'article qui démontrait qu'il y avait des bonnes statistiques en début de saison, puis que cette année, c'est anormalement plus bas que d'habitude. Puis là, soudainement, c'était comme « Ouais, mais c'est en pré-saison qui est pas bon. » Voilà. L'année passée, en pré-saison... non, mais l'année passée, en pré-saison, il y a eu 2 victoires, 1 défaite, puis il y a eu un pourcentage d'efficacité de 920, un autre de 916, puis un de 700 que ça a été son moins bon départ. Fait que, tu sais, à un moment donné... Et regarde, Price, il l'a pas, puis il va revenir fort, là. C'est un vétéran, c'est le meilleur gardien de la ligue. Il va revenir fort, là. Je suis pas convaincu. Puis la pause va vraiment l'aider, je suis convaincu. Ben, c'est ça un peu que je dis. Enfin, la pause de 6-7 jours qu'il y a eu là, ben, on va espérer que ça soit comme la pause des fêtes qu'il y a dans une saison normale, qui revienne fort après cette dite pause. Puis là, pour le Canadien, on l'a souvent dit, les gars, je voulais avoir votre avis là-dessus. Tu sais, on a souvent mentionné, ouais, le Canadien, ils ont pas de joueurs élites, vraiment de superstars, puis c'est ça qui va leur nuire dans leur parcours pour aller en série. Est-ce que on peut considérer que Nick Suzuki est ce type de joueur? Je me pose moi-même la question. Pour moi, ça prend un joueur plus dominant offensivement qu'un Nick Suzuki. Je veux dire, il est très bon, là, solide vision du jeu. Mais pour moi, c'est quand même pas une vedette offensive. Autant il est efficace dans les deux sens de la glace, ça reste que c'est pas une vedette offensive nécessairement. Cette saison, non. Ça, à cet âge-là, non. Mais peut-être éventuellement, ça dépend de son développement. Mais tu sais, je suis d'accord avec Max. Là. Je pense pas que présentement, on peut le considérer comme une super vedette dans la Ligue nationale de hockey. Mais chez le Canadien, à l'offensive, est-ce que c'est le meilleur joueur? En fait, pour moi, il y a pas d'élément qui ressort par rapport aux autres. T'sais, les 3 premiers, les 4 trios, ça va quand même, t'as un bon match, là, ça va quand même bien. Il y a une bonne chimie dans le fond. T'sais. Anderson avec Suzuki et Drouin, ça fonctionne bien ensemble. Il n'y a pas de gars là-dedans qui est meilleur que l'autre, même si le monde détruit Drouin. Là. Il joue très bien Drouin, vraiment bien. Là. C'est son meilleur hockey dans sa carrière. Sérieusement, ça n'a aucun sens que Drouin se fasse détruire présentement. C'est vraiment insensé. Je comprends pas non plus. T'sais, oui, c'est pas le gars qui est plus physique ou bien acharné sur la glace, mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ça l'a jamais été. Ça le sera jamais. Il va falloir que le monde commence à... C'est pas tous les joueurs de hockey qui sont des Gallagher. Là, ou des Raphaël Harvey-Pinard, ou des phénomènes. C'est pas tous les joueurs qu'il faut qu'ils se pitchent partout puis qui foncent en gardien de but. Là. Fait que maintenant, il va falloir que le monde y voie Drouin pour ses qualités et non pas pour ses défauts, qui pensent que c'est des défauts. T'sais.
Puis pour moi, il y a un seul gars dans les Canadiens qui a le potentiel d'être le fameux joueur vedette, puis c'est Drouin. Puis j'exagère même pas, là. Quand je parle de potentiel, ce gars-là, c'est le seul du Canadien qui a le talent en dedans de lui pour devenir le joueur vedette, la vedette offensive. Pour moi, Nick Suzuki, il peut me surprendre, là, mais talent brut, talent pur offensif, je pense que le seul qui peut devenir la grosse vedette, c'est Joe Drouin. Ouais, son ceiling offensivement, il est vraiment haut. Il a pas fini son développement. C'est ça qui était. Il s'en vient âgé, mais il a pas fini son développement. Avec laissez-le aller, puis laissez-le jouer. T'sais, au moins, là, tous les ajouts du Canadien, il enlève la pression. Fait que c'est un très bon terrain pour se développer. Puis je suis vraiment content de ça. T'sais, ça va être au leader, puis tout, de redresser cette équipe-là. Je sais pas c'est quel joueur qui s'est levé entre la deuxième et la troisième période du match contre les Leafs avant la pause. Là. Mais ce leader-là, j'espère qu'il va continuer à se lever. Parce que c'est quand il a parlé, je suis sûr qu'il y a un joueur qui a parlé. Là. C'est pas l'entraîneur, je suis sûr que c'est un joueur qui s'est levé. D'après moi, ça doit être Gallagher. Là. Mais bref, va falloir que ce soit les leaders qui redressent cette équipe-là pour qu'ils reviennent en forme samedi. C'est Corey Perry qui s'est levé. Il a jeté son bâton dans la poubelle pour craquer le monde. Ça pourrait être Perry. C'est le genre de rôle qu'il pourrait jouer. Là. Je suis pas mal sûr que les jeunes joueurs dans l'organisation le regardent, font comme... J'ai grandi en regardant ce joueur-là jouer. T'sais. Oui, on regarde les défenseurs comme Weber jouer, mais Perry, c'est Perry. T'sais. Oui, mais il y a plein de noms. Là. Ça aurait pu être Weber, ça peut être Gallagher. Ils ont des bons vétérans de Canadiens cette année. Oui. Fait il y a plusieurs noms qui peuvent être sortis pour avoir craqué les troupes après la deuxième période du dernier match. Mais je veux revenir sur ce que tu disais, Max. Moi, j'adore Drouin cette année. Pour vrai, j'ai strictement rien à dire contre lui. Strictement rien. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que moi, personnellement, je trouve pas que Drouin, c'est le genre de gars qui peut traîner ton offensive. Donc, de là à dire que c'est ton joueur élite dans l'équipe, tu sais, je pense que Suzuki, mettons, il a une meilleure capacité de traîner l'offensive du club sur ses épaules que Drouin, exemple. De traîner un club sur ses épaules, moi, je parlais plus en termes vraiment d'avoir le plus de points puis d'être le gars qui va être capable de faire un 80 points. Mettons, je pense pas que Suzuki peut faire ça. Mais, ouais, tu penses? Ben, je sais pas, peut-être. Il me surprend sans arrêt, Suzuki, donc je sais pas trop... moi, je veux plus faire de takes sur Suzuki, là. Mais non, je pense c'est clair, non, mais c'est clair que si Drouin fait 80 points, Suzuki va en avoir pas loin, tu sais, parce que la combinaison fonctionne, fait que les deux vont jouer ensemble probablement. Drouin doit être content d'avoir enfin trouvé un joueur avec qui jouer. Ben oui, mais avec Anderson puis Suzuki, c'est en voiture, là. Ouais, il doit tellement être content. Enfin, quelqu'un avec qui ça fonctionne. Tu sais, c'est surtout ça le problème de Drouin depuis qu'il est à Montréal, c'est qu'il n'y a jamais eu de joueur au potentiel comme Suzuki a, tu sais. Alors qu'à Tampa Bay, il y avait un Kucherov, puis il y avait un Stamkos, puis il y avait un Palat à la limite, tu sais. Il était beaucoup mieux entouré à Tampa Bay, puis là, ben, tu sais, souvent, on a tendance à se fier à sa production offensive de Tampa Bay et se dire, ben là, à Montréal, il fait pas ça. Ah, mais c'est parce que Drouin, il joue de la même façon là, qu'à Tampa Bay. Là. C'est juste que là, cette année, il est vraiment bien entouré. Puis il est pas juste bien entouré avec des joueurs qui produisent, il est bien entouré général. Ouais. Chaque personne sur le trio a son rôle, puis comble un peu ce qu'on demandait à Drouin, mais que Drouin accomplit pas, normalement. Le jeu physique, être responsable sur 200 pieds, Drouin, il a moins de responsabilités par rapport à ça. C'est bien. Sinon, là, quand on regarde la défensive du Canadien présentement, on l'a souvent dit, mais Jeff Petrie, premier défenseur du Canadien, à votre avis? Ben là, Weber, il suit plus pas en tout. Weber, je sais même pas si je peux dire qu'il est deuxième défenseur du Canadien. Ça serait qui le deuxième, c'est pas lui? Je sais pas, mais ça serait pas lui. Ben, c'est le moment du Canadien. À gauche, en ce moment, je pense que, Weber demeure un défenseur de la Ligue nationale de hockey, là. Peut-être plus un top 3-4 qu'un top 2, là. C'est pas le numéro 1, ça, c'est sûr, c'est Petrie. C'est sûr, c'est Petrie. Mais tu sais, à gauche, Edmondson, Romanov, ben, là, c'est pas Romanov, c'est Kulak. Puis,
C'est qui l'autre? Je l'oublie. Sherrod. Il manque tellement un gars qui est capable de bouger la rondelle, soit de la gauche ou de la droite, peu importe. Il manque tellement un joueur qui est capable de faire ça. Là. Fait combien d'années qu'on dit ça? Mais à gauche, là, ça fait plusieurs années. Markov, depuis que Markov est parti. Ouais, Markov, il s'en venait vieux. Il faut falloir le remplacer. Il y a plusieurs joueurs dans le pool, là, au moins, là, dans le pool de prospects, mais est-ce que ça va te donner des joueurs qui sont top 4, top 2, top 3? Ça reste à voir, mais si on ramasse un pick cette année, on peut voir. Mais pourtant, après 2 matchs de Romanov, je croyais qu'il y avait un excellent upside offensif, moi, selon ce que je lisais un petit peu partout. Le monde, on doit s'emballer. Ah ouais. On entend moins parler depuis. Hein. S'il lisait un peu plus tout sur hockey.com, peut-être qu'il y aurait eu une opinion différente, mais bon, c'est la vie. Romanov joue exactement comme on s'attendait à ce qu'il joue. Oui. Ouais. Et c'est pas décevant. C'est pas décevant, bon. Pas en tout. Mais non. Ouais. T'es déçu, très bon. T'es déçu si tes attentes n'étaient pas à bonne place. C'est comme n'importe quel espoir avec le Canadien. Au début de la saison, il y a un gros high sur le joueur, il produit un petit peu. Après ça, il y a une bonne drop, il est mis de côté un match, il revient, on n'entend plus parler, puis à la fin de la saison, il y a un petit up pour égayer les personnes pour la prochaine saison. C'est exactement ça qui se passe avec Romanov. Mais Romanov, il est assez stable pour quand même pas nuire à l'équipe. Fait qu'il faut juste le laisser jouer. Laissez-le jouer. Puis après ça, on le verra dans 2-3 ans. Vous pensez quoi, vous autres, de la rotation en défensive chez le Canadien, justement? Parce que là, ça a créé... Tu sais, Romanov, c'est comme le nouveau KK, là. Tu sais, on le protège, puis on le protège, puis on va le protéger, puis on le protège peu importe ce qui arrive. Ouais, je trouve ça moins pire, puis en plus, lui, il est bon pour vrai. Mais tu sais, là, il se retrouve dans les estrades, puis visiblement, on veut faire jouer Mété, ce qui est une excellente solution. À mon avis, t'as pas le choix de faire jouer Mété. Ça reste un jeune espoir du Canadien. Faut que tu le fasses jouer, là. Mais vous pensez de quoi, vous autres, de cette rotation-là, impliquant Kulak, Mété puis Romanov? Moi, je pense que Kulak a montré qu'il méritait de jouer. C'est plate. Moi, c'est au début surtout que j'ai trouvé ça plate un peu parce que il y a personne qui méritait de sortir du line-up en défense, là. Puis là, c'est arrivé. Tant mieux, Mété a quand même bien fait. Mais je comprends le processus. Mais d'un autre côté, si les gars vivent bien avec ça, puis si ça vient pas nuire au développement d'aucun de tes gars, puis au jeu d'aucun de tes gars, ben tant mieux à ce moment-là. Je pense que c'est une bonne décision. D'autant plus qu'avec le calendrier condensé qui s'en vient, ben là, on va pouvoir jouer avec ça. Donc, si les gars acceptent ça, si les gars, ben comme j'ai dit, ça nuit pas à leur développement, ben ça peut être un bon outil pour le calendrier condensé, parce que là, il s'en vient le gros blitz de beaucoup de matchs en pas beaucoup de jours, là. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment rapidement. Puis toutes les équipes de hockey, toutes les équipes de nationale de hockey font ça, le roulement, en défensive ou en attaque. Fait, je vois pas pourquoi on en ferait tout un plat pour le Canadien. Ça a donné que c'est quand ils ont mis Mété que le Canadien a commencé à dropper un peu. Mais tu sais, c'est pas à cause de tout ça, c'est juste l'équipe au complet, là. Mais personnellement, je vois pas de problème. Puis là, c'est sûr que Mété est sur toutes les langues pour l'échanger, toutes les lèvres, excusez, pour l'échanger, mais il va rester avec le Canadien de Montréal, il bougera pas, il est trop utile, il est trop, sa valeur pour le Canadien est plus élevée que sa valeur sur le marché des échanges, donc c'est sûr que t'échanges pas un joueur dans ce temps-là, tu le gardes dans ton alignement. Ah, puis tu sais, là, on est un peu biaisé à Montréal parce que, tu sais, en temps normal, là, à ce stade-ci de l'année, on a déjà 1, 2, 3 blessures. Fait que là, un Mété s'insérerait, tu sais, dans l'alignement, normalement. Et là, on est chanceux à date, tu sais, on va toucher du bois, là, mais il n'y a pas trop de blessures. Non, mais tu sais, ouais, on touche Pierre-Luc. C'est ça, Pierre-Luc Dubois. C'est quand même weird, ça, dit de même, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de blessures. Fait que il faut le faire jouer, mais normalement, ça aurait été le genre de défenseur qu'à la minute qu'il y a une blessure, on l'embarque. Mais là, il n'y en a pas. Fait qu'il faut le faire jouer. On veut pas que Mété devienne un Tenordi puis qu'il passe 20 games dans les estrades à pas jouer puis que finalement, on perde la valeur qu'il a. Là, on veut le faire jouer. C'est juste ça. Exact. Mais Max, t'écoutes les Sens à soir. Je pense que
tu nous parlais avant de recorder que tu avais une petite frustration par rapport au powerplay. Peux-tu nous la partager? C'est qu'il y a un gars qui est pas tant bon, qui se retrouve sur le premier powerplay en l'absence de Thomas Chabot. Et pendant ce temps-là, Brannstrom, qui faisait un très bon travail sur le powerplay dans les derniers matchs, il est pas là. Fait que je me pose un petit peu de questions. Tu sais, on l'a vu contre le Canadien, là. Je pense, vous avez peut-être remarqué, mais Brannstrom, pour vrai, faisait un très... Puis je dis pas ça parce que je l'adore, là. Brannstrom faisait un très bon travail sur l'avantage numérique des Sens. Là, en l'absence de Chabot, ce soir, on a une chance en or de donner du temps de powerplay à Brannstrom, de donner de l'expérience à Brannstrom en avantage numérique, ce qu'on n'a pas toujours la chance de faire parce que Chabot est là. Puis là, on met Chris Wolanin sur le premier powerplay. Et je nage dans l'incompréhension actuellement. Puis il a pas l'air d'un génie, Wolanin, sur le powerplay, là, je peux vous le dire, là. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce call-là. C'est un peu le slogan chez les sénateurs dans les dernières années. Tu sais, le Canadien, c'était no excuse m'amener, mais là, c'est plus on se pose des questions. C'est pas mal ça. On sait pas ce qu'on fait, on dirait. Mais ça, on a des repêchages corrects. Mais à part ça, moi non plus, je comprends pas ce coach-là, sérieusement. T'as Branson entre les mains puis tu le fais pas jouer. Fais-les jouer. Défenseur le moins utilisé ce soir chez les Sens. Moi, je pensais qu'elle allait beaucoup jouer. Wolanin a joué 11 minutes, Brannstrom 9,48. Brannstrom a 4 minutes de punition, par contre, mais j'ai vu les punitions, puis c'était pas... je le ferais pas bencher pour ça, mettons, là. Mais tu sais, un gars comme Goodbranson a joué 14 minutes 17 jusqu'à maintenant. Nikita Zaitsev, 15,35. Tu vois la philosophie du coach. Ouais, Zob, il a joué 10 minutes 25. Mais puis tu sais, Mike Riley, il a joué 11,45. 11,45. Tu sais, même Zob pourrait jouer il est plus bon, que Zob, ça. pour vrai. Il est vraiment bon. Oui, il est bon. Ouais, moi, je l'aime. Pour vrai, je l'aime bien. Sa transition KHL et NHL se passe bien quand même. Habituellement, il y a comme un... Puis, tu sais, c'était pas un Dadonov, puis c'était pas un Panarin ou un Kaprizov en KHL, là, Zob. Tu sais, c'était un joueur correct, là. Puis sa transition se passe bien quand même en NHL. Une transition qui se passe pas bien, c'est Matt Murray avec les Sens. Ce sera un lourd et long contrat. Très content que les Pens s'en soient débarqués. En même temps, je serais pas surpris qu'ils rebondissent un minimum parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas... il me semble qu'il est pas si mauvais que ça non plus, là. C'est deux bagues, là. Autant il les a... J'allais dire qu'il les a pas tant mérités, il les a mérités, mais... Tu peux pas faire ça quand même avec zéro talent. Le gars, c'est pas un pingouin, là. Sans faire de mauvais jeu de mots. Non, effectivement, ça en est plus un. Mais je peux pas croire qu'il va rester aussi atroce tout au long de son parcours à Ottawa. Pauvre Sens. Moi qui trouvais que c'était un beau petit deal. Mais le pire, là, c'est que Murray est habitué de jouer contre, tu sais, derrière une mauvaise défensive. Tout le long de son passage avec les Pens, la défensive a toujours été brimée par les blessures, puis il se retrouvait tout le temps derrière une brigade qui était pas très bonne. Le temps était jamais là, quasiment. Puis Dumoulin aussi. Là. Fait que j'ai de la misère aussi à mettre la faute sur la défensive. Tu sais, Murray est habitué. Là. C'est juste que l'offensive, par exemple, est pas pareille. Là. Entre les Pens et les Sens, c'est le jour et la nuit. Là. Mais tu sais, tant qu'à parler des Pens, les boys, vous pensez quoi, vous autres, de la transaction de Galchenyuk? Ben, avant toute chose, je vais juste dire qu'en ce moment, les Sens sont en powerplay et que Wolanin est toujours le défenseur utilisé sur la première unité et qu'il vient de faire un hors-jeu. Mais, non, il patine comme, en tout cas. Galchenyuk, qu'est-ce qu'on pense de la transaction Galchenyuk? Laquelle? Ben, celle qui a fait passer Dzingel au Sens, premièrement. OK, celle-là. Dzingel, moi, je pense que ça peut être un bon ajout pour les Sens. C'est un gars que j'ai toujours un peu apprécié. C'est un gars qui peut faire un bon travail. C'est pas le nom le plus connu, vraiment pas, mais il peut te mettre des points au tableau, puis c'est un vétéran. Il a déjà joué à Ottawa. Je pense que ça peut être que positif pour les Sens, surtout que t'as
pratiquement rien donné. Tu sais, t'as donné Paquette qui apportait pas grand-chose à ton club en début de saison, puis t'as donné Galchenyuk que tu utilisais pas de toute façon. Moi, je pense qu'on aurait dû l'utiliser avec ce que j'ai vu que Galchenyuk faisait à Ottawa, mais on a décidé de pas le faire. Donc, avec cette optique-là, ben, t'obtiens un design goal en donnant pratiquement rien. Donc, ça, c'est un bon coup pour les Sens. Moi, Galchenyuk, la seule affaire que j'ai à dire, c'est la seule affaire que j'ai à dire sur Galchenyuk. Il va sortir un autre son aussi. Ça, c'est-tu le bruit des breaks de son char quand il a appris finalement qu'il s'en allait pas en Caroline ou... C'est la mouche de sa vision du jeu. Non, pour ça, mais... Mais pauvre gars. Pauvre gars, pour vrai. Mais tu sais, moi, je pense qu'il va avoir une vraie occasion à Toronto. Sérieusement, là, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait facilement prendre le poste de Jimmy Vesey. Ah, ben oui. Puis de se retrouver sur le deuxième. Puis de se retrouver sur le deuxième powerplay de Toronto. Il va avoir la chance un jour ou l'autre. Je peux pas concevoir que ça ne sera pas le cas. Donc, à lui de la prendre, mais combien de chances il a eu et qu'il ne les a pas prises. Moi, ça me fait chier parce qu'à Ottawa, il a pris sa chance au premier match. Deuxième match, il a quand même bien joué aussi. Après ça, on l'a assis. Puis après ça, il a pas été capable de se remettre en marche. Fait que ça m'a vraiment fait chier, honnêtement, parce que le gars t'a donné... Tu pouvais pas t'attendre à mieux de Galchenyuk. Il a joué du très bon hockey son premier match. Il a marqué. Deuxième match, pour vrai, je l'ai regardé. Il a très bien joué aussi. Après ça, il s'est fait asseoir dans les gradins. Puis après ça, quand il est revenu, c'était déjà plus le même gars. Fait qu'après ça, comment veux-tu que le gars se développe, se plaise dans un environnement où il fait exactement ce qu'il doit faire? Comment tu le récompenses? C'est en le benchant. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que je reproche beaucoup à l'entraîneur des Sénateurs. Et les bottines suivent pas les babines ben là. On dit qu'on va récompenser les gars qui travaillent, un jeune fait une erreur, il est benché. Un vétéran la coule douce, puis il va jouer pareil sur le power play, puis il va jouer sans arrêt pareil. Je trouve ça un peu c'est plate ce qui se passe à Ottawa. C'est pas comme ça que tu veux entamer un processus de reconstruction, en fait, qui est déjà entamé, mais justement vers le haut. La reconstruction vers le haut, tu veux pas l'entamer avec une philosophie de le coach, il dit que ceux qui travaillent vont jouer, mais il fait jouer les vétérans qui travaillent pas. Puis c'est visible, là. Derek Stepan, on l'a vu, là. Lui, ça a pas l'air tenté d'être là. Puis il y a des séquences là que ça patine pas fort. Puis pourtant, powerplay d'ensuite, on le retrouve. Et puis c'est pas un joueur que tu peux pas te permettre de pas le faire jouer en powerplay. Je veux dire, il est bien bon, Derek Stepan, là. Mais c'est pas Sidney Crosby, là. Il n'y a pas de passe droit pour ce joueur-là. Je pense qu'un entraîneur d'expérience serait vraiment la chose pour cette équipe-là. Pas un jeune, un gars qu'on connaît pas. Vraiment un gars dur. Dur. Tu sais, pas un Joël Bouchard, là, mais tu sais, quelqu'un qui est dur, mais qui demande beaucoup à ses joueurs pour les faire développer ensemble. Tu sais, un mélange entre Tortorella puis Bouchard, mettons, là. Quelqu'un qui a du caractère. Un coach est capable d'aller en avant pour ses joueurs puis tout. Ben moi... Parce qu'en ce moment, là, il n'y a pas de colonne, on dirait. En tout cas, je l'aime pas. Ben ça, mais c'est ça, tant que c'est juste. Parce que là, on dirait qu'il se gêne pas trop pour faire bencher des jeunes. On dirait que ça le dérange pas plus qu'il faut, lui. Mais par exemple, quand c'est un vieux qui fait une erreur, ben lui, c'est correct. Puis ça passe. Ça passe. Mais... Après moi, il a peur pour sa job, puis il a peur de perdre son vestiaire de vétéran pour se faire kicker des out. Ça se pourrait très bien, ça. On peut pas le savoir. Hein. Ça se peut très bien. Puis tu sais, on se met à la place d'un jeune. Puis là, tu fais les efforts. Puis t'obtiens des opportunités. Là, tu les saisis, mais tu te fais mettre sur le banc après. Puis là, tu continues de travailler fort. Puis là, tu sais comme plus sur quel pied danser. T'sais, quand je fais ça, ça marche. Mais quand je fais la même chose, le lendemain, ça marche plus. Puis là, pour un jeune, là, c'est dur en maudit de savoir exactement comment s'enligner. Puis là, ben, les Sens là, sont jeunes. Fait que si les jeunes sont pas capables de s'enligner direct en partant, la reconstruction, elle commence un peu tout croche. Là. Comme Buffalo. Espérons pas ça. Pascal, tu parlais tantôt, avant qu'on enregistre, là, des Preds, oui. Nashville.
Elle va pas bien. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je sais même pas pourquoi tu voulais en parler, mis à part le fait qu'ils vont pas bien, mais je suis curieux de t'entendre sur l'équipe de la ville du country. En tout cas, ce qu'il y a à dire un peu, c'est dans les derniers jours, au niveau des rumeurs, il paraît que l'équipe, c'est pas vraiment s'ils vont vendre, mais s'ils vont continuer à essayer de faire les séries. Mais d'après moi, ils vont virer vers on vend. Il y a plusieurs éléments à vendre dans l'équipe, potentiellement à vendre dans l'équipe, mais l'élément le plus important, c'est Mathias Ekholm, qui est blessé présentement. Tu sais, l'année passée, on en parlait pendant les séries. Je pense qu'on les avait toutes mis gagnants. Ben, 2 sur 3, on les avait mis gagnants. Puis ils se sont fait clairer. Parce que je peux pas croire que cette équipe-là est pas bonne. Sur papier, leur défensive, tout, c'est bon. Tu sais. Je comprends pas pourquoi cette équipe-là fonctionne pas ça glace. Puis ça produit pas. Même l'année passée, ils produisaient pas d'offensive, 0. Fait que là, je sais pas ce qu'il va falloir qu'ils fassent. Mais vendre plusieurs joueurs d'importance semble être la solution, mais avec le cap salarial qui bougera pas pendant 2, 3, peut-être 4 ans, comme me dit Bergevin dans la conférence de presse, ça va compliquer la chose là, pour le directeur général de Nashville. Fait que c'est vraiment une équipe à garder à l'œil d'ici le 12 avril. Là. Il pourrait y avoir une belle petite vente de feu là, avec 2-3 choix de première ronde qui pourraient s'accumuler 2021 ou 2022. Là. Dossier à suivre concernant Nashville. Hey, Vancouver, doivent-tu s'en vouloir d'avoir signé Nate Schmidt quand t'as un gars comme Ekholm qui tombe disponible quelques mois plus tard? On s'entend. D'après moi, Ekholm aurait très bien comblé un poste à Vancouver là, présentement. Je l'aimais bien, Schmidt, à Nashville, pas à Nashville, avec les Knights de Vegas, mais ça fonctionne juste pas à Vancouver. C'est pas... Non, c'est ça. Puis tu sais, ça te prend un défenseur fiable défensivement pour jouer avec Quinn Hughes. C'est assez clair, là. Et comme vous arrêtez parfait pour lui. Ben oui. Tu sais, l'année passée, Hughes, ses lacunes défensives, parce que oui, il y en a, là. Tu sais, il a de la misère à prendre le dessus sur les adversaires devant le filet. Il est souvent une fraction de seconde en retard, tu sais, on le voit, puis tu sais, souvent on le juge avec le différentiel, là. C'est tel que tel, là. Le différentiel n'est pas une stat intéressante jusqu'à temps qu'on peut planter Quinn Hughes avec, là. Mais tu sais, c'est vrai, là, défensivement, il est pas super, là. Mais tu sais, l'année passée, avec Tanev, il était beaucoup mieux supporté. Puis je pense que c'était justement à Max et Simon, dans notre discussion cette semaine, qu'on en parlait de ça, là. Mais Tanev, Mathias Ekholm aurait-tu aidé? Ça n'a pas de sens. Ekholm, il joue à gauche, si je me souviens bien. C'est un gaucher, il me semble, Ekholm. Ah, fait que anyway, il aurait même pas joué avec Hughes. Probablement pas, là. Faudrait que je check s'il peut jouer à droite. Là. Mais tu sais, un duo Hughes-Myers devrait être bon, genre. Tu fais ce duo-là, on dirait que c'est censé être parfait comme duo. Fait que je comprends pas. C'est plate que ça marche pas. J'aimerais ça, moi, que ça marche. Des défenseurs droitiers sur le marché, généralement, il y en a pas beaucoup. Et non, vraiment pas. Ça va être tough d'en s'en trouver un. Via le marché des transactions, mais de toute façon, je pense que Vancouver, ils feront pas les séries là, si ça continue comme ça. Ah non. Fait que, ça se replace. Ça continue. Ben, ça se replace, justement. Et Calgary va être ouais, ben, Calgary sont dans les derniers matchs, tes Flames ont de la misère contre les Canucks, mon Pascal. Normalement, ils ont tout ramassé les joueurs. Les Canucks c'est la 3e équipe qui marque le plus de buts dans la ligue, je pense. Ah ouais. J'ai regardé ça aujourd'hui, puis sérieusement, là, Vancouver, là, c'est uniquement une question défensive. Je sais pas si c'est le système ou si c'est vraiment la brigade qui est pas bonne. À mon avis, c'est pas mal un mélange des deux. Deuxième attaque de la ligue. Ils sont 2e. Derrière Edmonton. Ils ont comme 70 quelques points, genre, de buts marqués. 61 buts marqués, puis 72 buts. 62 buts marqués. Hey, les 4 premières équipes qui ont marqué le plus de buts sont dans la division canadienne. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est avec pas une Montréal bonne qui est 7e. C'est pas une bonne division. C'est que ça m'énerve les Hawks sont assez hauts là-dedans aussi. Ah ouais. Ça, c'est impressionnant en maudit. 7e, les Hawks en buts marqués. Très impressionnant.
Mais tu sais, pour revenir Vancouver, Calgary, ils ont le même nombre de points, mais Calgary a 4 matchs en main. Donc, on se calme, s'il vous plaît. Ouais. Je me souviens pas Mais c'est tellement serré, sérieux. C'est une division qui a 6 équipes qui vont pouvoir faire les séries. Ça va être intéressant. Là. Puis Chicago, on peut en parler de Chicago, sérieusement. Là. Quel début de saison des jeunes de cette équipe-là. Kourachev, wow. Pius Suter, wow. Ouais. Baudin. C'est... Puis Lankinen aussi. Quel début de saison de DeBrincat et Kane qui se lèvent en l'absence de Taze, de Dak. DeBrincat, ça fait du bien. Oui. Je pense que lui aussi est d'accord avec toi que ça fait du bien. Ah non, c'est vraiment nice de voir ça parce que on les voyait pas en série, les Hawks, là, et pas du tout avec les absences de Taze et Dak, surtout, là. Même avant ça, même avec la présence de Taze et Dak, on se disait que ça allait peut-être être rough un peu pour les Hawks à cause de la situation devant les buts surtout, là. Puis là, sans Taze, sans Dak, ça marche. Moi, je me souviens, en début d'année, quand les Hawks en ont perdu quelques-unes d'affilée, je pense qu'ils n'ont pas eu un super bon début de saison. Puis on leur donnait déjà Matthew Beniers ou Owen Power, puis on était les Hawks, ils en gagneront pas beaucoup cette année. Mais on parle de Kane, de DeBrincat, Kubalik aussi un bon début de saison. Mais Duncan Keith, pour vrai, 6 points en 18 matchs. Fait que quand tu regardes sa ligne statistique, c'est pas si impressionnant. Mais pour vrai, il joue des grosses minutes, là. C'est genre tout est dans la flow. Oui. Duncan Jesus Keith. Et pour vrai, il joue des très grosses minutes. T'as Connor Murphy aussi qui joue présentement, il a un temps de jeu moyen de 22 minutes 45. 2 buts, 3 passes en 13 matchs. Connor Murphy, normalement, c'est quoi? C'est un 6e défenseur, 5e. Puis, présentement, il fait le travail. Il y a beaucoup de joueurs qui font le boulot, puis c'était pas vraiment prévu. Je regarde un Mathias Janmark qui a 10 points en 18 matchs. Là, les joueurs de soutien, on dirait que tout le monde a élevé leur cran en l'absence, comme tu le dis, des deux piliers qui sont Taze et Dak. Là. Puis, non, c'est vraiment une belle histoire Chicago pour vrai cette année. Dans leur division, ils sont 2e, mais au niveau du pourcentage de victoire, de points par rapport au match joué, ils seraient 4e. Mais cette division-là est impressionnante. Là. Les 3 meilleures équipes de la division, c'est Floride, Tampa Bay, Caroline. Ils ont toutes 10 victoires en 14 matchs. C'est du gros hockey qui joue dans cette division-là. Là. Ouais, Floride. Ouais, Floride. De où qui sort? Floride qui... Ouais. Je suis très content, par exemple, de... Sans Dadonov en plus. Grosse vedette. Mais Huberdeau, il joue. Très talentueux, pareil, Dadonov. Oui. Huberdeau s'est élevé, il joue vraiment bien en ce moment. Le match d'hier était impressionnant. Ekblad joue très, très bien. Présentement, il s'enligne pour une saison de 50 points là, cette année, le Ekblad. Là. Tant mieux. Puis, le pire, là, c'est que la Floride, puis on va closer là-dessus, là, mais la Floride, présentement, performe alors que Bobrovski est mauvais, là. Il est pas bon, là. C'est genre Chris Driedger qui mène le bal. Ça n'a pas de sens. Hein. Ton goaler gagne 10 millions, puis ton équipe va vraiment bien, puis c'est même pas à cause de lui. C'est à cause d'un gardien de 3e puis de 4e ordre. C'est fou, pareil, là. Et Keith Yandel, 9 points en 14 matchs. Oh. Lui qui allait être healthy scratch au début de l'année. J'aime mieux l'oublier, cette situation tellement ridicule. Fleury, même affaire avec les séries de l'année passée. Ouais, Flower, ouais, une autre belle histoire. C'est nice en maudit. Flower qui s'enligne pour un Vézina cette année. On verra. Mais oui, c'est pas une saison de gardien de but, puis pourtant, lui, il ressort super bien au niveau des gardiens de but. Fait que, il est tellement combatif. Là. J'ai pas tout le temps confiance en ce joueur-là, mais il a tout le temps le talent, le don de nous surprendre. Tout connaître ça. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est coup de théâtre à Vegas. Sur ça, les boys, on va se quitter sur ces belles paroles de notre Morning Man Max. Ça a été bien plaisant, les boys. Pour ceux qui écoutent,
Vous avez accès aux épisodes hors série sur les plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous avez accès aux épisodes hors série. Les épisodes, c'est quoi? C'est une analyse complète de 13 espoirs du Canadien de Montréal de mi-saison qu'on a fait, moi et Pascal. Et un autre épisode sur 4 profils d'espoir pour le prochain repêchage, uniquement dirigé par Pascal, qui nous offre et qui va nous offrir des profils audio d'ici le repêchage 2021. Oui. Donc, abonnez-vous au podcast, partagez-le. On est également sur Amazon depuis pas long. Je savais même pas qu'il y avait des podcasts sur Amazon, puis finalement, j'ai appliqué partout, moi. Fait que le podcast, il est partout. International. Ouais, c'est ça. TSLH Podcast International. Aussi international que Pitbull. Fait que... Fait que sur ce, partagez le podcast, suivez-nous sur Twitter également, Facebook, avec tout sur Amazon.com. Suivez-nous sur Amazon, en commandant là une petite gogosse là, sur Amazon. Là. Abonnez-vous au podcast. Puis dans pas long, on va sortir, Pascal et moi, nos top 32 pour le repêchage 2021. On a déjà commencé à sortir des rankings un peu des attaquants et des défenseurs. Donc, dans les prochaines semaines, on va sortir beaucoup plus de contenu pour le repêchage 2021. Nos travaux avancent. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Nos travaux avancent à Pascal et moi, puis on attend juste que Max embarque dans le train. Fait que ça devrait se faire sous peu. Ouais, j'imagine. Même moi, je le sais pas. Mais quand je vais embarquer, checkez-moi bien. Ça va y aller au toast.